on va démarrer la conférence de ce soir. Alors j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui pour cette conférence Manuel Zepfel et Gilles Meyer, avec lesquels je collabore par ailleurs dans le cadre de l'atelier Rural Studio, qui lui-même est en partenariat avec le parc naturel régional des Vosges du Nord et avec le Gabion, représenté aujourd'hui par Manuel Zepfel. Alors Manuel Zepfel, donc il est le coordonnateur du Gabion et qui est également formateur. Il a une formation initiale en ébénisterie dans le cadre d'un apprentissage. Puis il a réintégré le système un peu plus classique du lycée pour aller ensuite vers l'archéologie. De l'archéologie, il est parti vers la psychologie et les neurosciences pour lesquelles il a fait un doctorat, avant de finalement décider de retourner vers le travail de la main, dans le cadre d'une formation qui s'appelle le Gabion et qui est originellement installée dans la Drôme. Et donc avec cette formation, après cette formation, Manuel a travaillé dans une entreprise qui s'appelait Bâti Libre, qui était dirigée par Luc Moritz, aujourd'hui à la retraite. Et en 2022, Manuel a ouvert une antenne du Gabion à Ungersheim, sur le site de l'écomusée, avant de réinstaller cette formation à Bofsheim, dans un contexte un petit peu plus proche de Strasbourg. Tandis que Gilles Meyer, donc, qui est pour ce soir son complice, est architecte, HMNOP, diplômé de l'école d'architecture de Strasbourg, après avoir fait un bac en STI génie civil à Cernay, dans le cadre du lycée du bâtiment. Ensuite, Gilles a fait une formation en génie civil et a obtenu un DUT à Ilkirch, et il est entré par la suite en deuxième année donc dans cette école. Donc moi ça me semble important de raconter ce parcours parce qu'il raconte aussi tous les parcours multiples qu'on peut avoir ou faire avant ou après une formation, notamment en architecture. Diplômé de l'ENSAS, il décide de partir à Paris pour travailler dans l'agence Zundel Christea. Dans ce contexte parisien, il rencontre Arnaud Bakker, qui va devenir plus tard son associé. Avant de monter l'agence, il travaille pendant, je crois, 8 ans pour l'agence TOA, donc une solide expérience en agence. Et puis une envie de voyager, de prendre l'air, de changer d'air, avant d'ouvrir Mekker en 2018 à Strasbourg, et d'être aussi un représentant important du mouvement Frugalité heureuse et créative, qui est un mouvement national et qui a Gilles comme référent Alsace aujourd'hui. Alors aujourd'hui, ils vont nous parler du chantier de l'écolieu de Bofsheim, où ils croisent leur savoir-faire en compagnie d'une promotion de stagiaires qui sont en formation et qui sont peut-être pas tous là parmi nous, mais qui étaient avec nous aujourd'hui à l'ENSAS, avec les étudiants de Master 1, après avoir été aussi sur le terrain, donc dans les Vosges du Nord, il y a environ 3 semaines. Alors, je vais vous laisser la parole. Merci. Merci pour la présentation. Merci. Donc c'est moi qui vais démarrer. J'espère que tout le monde m'entend. Alors oui, moi ça me fait bizarre parce que je reviens 15 ans après avoir été diplômé ici. Donc je sais pas si c'est un honneur, mais en tout cas je suis content d'être invité. Première conférence en tout cas au nom de l'agence, donc ça fait toujours plaisir. Et puis c'est plaisir aussi d'être à côté de Manu, je vais expliquer un peu notre parcours à nous à l'agence et du coup qui fait lien en fait un petit peu et pourquoi aussi on est là aujourd'hui ensemble, un à côté de l'autre. Juste pour vous dire un peu ce qu'on va traiter aujourd'hui, du coup je fais une petite présentation de l'agence. Ensuite on parlera du coup du site de Bofsheim, de l'écolieu, qui est le sujet aujourd'hui où le Gabion du coup travaille et réalise ses formations. Je vous parlerai aussi un peu du montage du projet parce que du coup nous on est architectes sur ce projet. Du coup comment il est monté, avec quels acteurs et de quelle manière on l'a conçu. Ensuite on débordera aussi la thématique du projet,
comment on a abordé le projet et qu'est-ce qui en a découlé et comment on l'a réalisé, avec toutes les données qu'on a. Et tout le lien en fait qui est lié au tout ce qui est lié au chantier participatif et de formation, qui est un vecteur important de la volonté du maître d'ouvrage, mais aussi qui est très finalement un site qui s'y prête très fortement. Manu vous fera aussi une petite présentation du Gabion pour vous expliquer un peu comment ça se passe, qu'est-ce qu'ils y font, où ils se trouvent. Et comprendre aussi l'intérêt en fait de ce type de formation et de ce que ça engendre. Et un petit mot final sur en fait l'avenir un peu de ce site de Bofsheim et des perspectives futures. Voilà. Donc nous au nom de l'agence, vous l'avez compris, nous on s'appelle Maker. Du coup, je vous avoue qu'on a beaucoup cherché. Et c'est là, au-delà d'être l'anagramme de nom, Meyer et Baker, c'est aussi une volonté du travail du fer qui nous a un peu porté dès le début, parce que quand on est aujourd'hui architecte, je pense que vous le savez tous, on est une époque où on nous impose un peu une prise de conscience. Et quand on a commencé à ouvrir l'agence, on s'est vraiment posé des questions sur de quelle manière on veut aborder l'architecture. On voulait la faire différemment de ce qu'on avait fait en agence. On avait une autre expérience, mais on voulait la faire de manière différente. Et donc, c'était important qu'on puisse poser les bases de comment est-ce qu'on voulait aborder notre manière de faire, de ce qu'on voulait accepter comme projet, de comment on voulait les mener. Et ça a été un gros travail de fond qu'on a réalisé. Du coup, en fait, autour de cette volonté de faire, elle naît le nom de l'agence, Maker, mais aussi, du coup, un peu 3 entités d'engagement, on va dire, qu'on s'est fixées, et 3 volontés de développer les projets. Donc il y avait déjà faire avec les personnes, donc autour de personnes et des lieux, parce qu'on construit quand même pour des gens et autour d'un site qui est important. Donc on a sur la relation maître d'ouvrage, le construire ensemble, la sensibilité, le partage, l'histoire d'un lieu, sa projection et la valorisation de l'ordinaire. Mais on a aussi le gros sujet de la faire avec des ressources, qui est un point qui me touche particulièrement parce que c'est quelque chose que j'ai commencé un peu à aborder quand j'ai fait mon voyage initiatique, mais ma petite coupure. Mais voilà, la matière, en fait, c'est quelque chose qui m'a pris maintenant et que je pense être la genèse en fait de cette manière de faire. Je voulais juste vous montrer du coup par rapport à la ressource, à la faire avec la ressource. Du coup, la grosse manière, c'était de travailler en fait. Quand on a démarré, on a commencé à se dire qu'en fait, on voulait comprendre la ressource et qu'est-ce qu'on avait sur notre territoire. Et du coup, on a commencé à visiter des scieries, à commencer à visiter des carrières, à s'intéresser à la matière et de savoir comment on pouvait la travailler. Parce que, comme on dit, c'est que c'est facile de dessiner un trait et de le pocher, mais en fait, si on ne sait pas comment il est composé, c'est toujours compliqué. Et que chaque trait a une importance. Et on voulait comprendre, on voulait saisir ça et on voulait valoriser le savoir-faire. Du coup, d'où est venu en fait ce travail qu'on a fait avec et cette relation que j'ai créée avec la frugalité, qui est mon premier pas où j'ai voulu rentrer dans cette association et qui était de travailler justement sur ce sujet de la ressource naturelle, donc la pierre, le bois, la fibre et la terre. Donc de comprendre en fait notre territoire autour de ces 4 ressources. Ça a été un travail qu'on mène de front depuis quelques années au sein de la Fruga sur d'autres sujets aussi, mais notamment sur celui-là, qui nous confronte en fait un peu tous les jours et qui nous fait découvrir des nouvelles choses tout le temps. Voilà. Et après, il y a aussi un faire avec les savoir-faire qui est très important. Donc forcément, la valorisation de l'artisanat, la valorisation des gens qui savent faire et du travail manuel et pas forcément de la standardisation. Et donc, en fait, tout est lié, forcément. Mais il y a un gros point sur ce sujet de la matière qui était intéressant donc, dans le savoir-faire. Voilà. Ici, je vous relate juste quelques exemples de nos réalisations. Du coup, on vient de signer une maison alsacienne hier, donc c'est notre 65e projet sur lequel on va travailler.
C'était un peu le coup de juste avant la conférence. Mais du coup, ça nous permet de voir en fait on essaie toujours de travailler sur des projets où on valorise beaucoup la réhabilitation. C'était aussi un gros choix parce que forcément toutes ces choses en fait qu'on se dit là, forcément on connote aussi avec tout l'impact qu'on peut avoir sur un bâtiment. Et de travailler aujourd'hui sur un bâtiment existant, pour nous, c'est une évidence. Donc on essaye tout le temps de travailler sur l'existant, même quand on nous demande dans un marché public de démolir pour reconstruire, on va toujours avoir d'abord l'idée, en tout cas dans la faisabilité, d'essayer de voir qu'on puisse réhabiliter avant même de démolir. Et donc c'est toujours en fait quelque chose qui nous porte au fur et à mesure des projets, et c'est quelque chose qui nous semble très important. Voilà. Donc en lien du coup avec ce que je vous dis, l'écolieu de Bofsheim. Donc là on est sur un projet du coup qui a démarré pour nous en 2000, donc qui a démarré l'année dernière. On a été rapproché du coup d'un maître d'ouvrage, en l'occurrence une association. Donc là on est sur un terrain en plaine d'Alsace, dans le Ried. C'est une ancienne ferme, du coup l'ancienne ferme dure, peut-être pour ceux qui connaissent, qui sont un peu du coin. Donc c'est pas trop loin de Benfeld, c'est à même pas une demi-heure d'ici. Du coup on est sur une ancienne ferme qui a subi en fait la Légionnelle, c'est une des premières fermes bio d'ailleurs d'Alsace, qui a malheureusement fermé, je crois autour de 2020, 2019, voilà. Et du coup, on est sur un site, vous allez le voir, c'est une ancienne ferme, donc on est souvent en bordure de village. Donc c'est assez intéressant. Vous le voyez un petit peu sur les images, mais on est au milieu vraiment sur la plaine, donc on est sur des champs beaucoup de champs cultivés. Historiquement, vous le voyez peut-être ici. On le voit un petit peu là, c'est juste des cartes historiques en fait qui montrent un petit peu le site qui était au moment des années 50, 60, il n'y avait strictement rien. Donc la ferme n'existait pas. On voit un peu le petit centre-bourg en fait et pas les extensions les extensions. Donc on était sur quelque chose d'assez compact. Donc à gauche en fait vous avez la vue aérienne finalement d'aujourd'hui, à peu de choses près. Et à droite, finalement, à chaque fois, là, je vous enchaîne. Donc là, c'est plutôt aux années 50. Ici, il y a un creux, il n'y a pas forcément de données dans les années 80. Donc là, vous êtes sur les années 2000, où on commence à voir, du coup, des bâtiments qui apparaissent, notamment celui sur lequel on va un peu plus se pencher ce soir. Et ça, c'est finalement les années 2006-2010. Et en fait, on voit la différence. On voit qu'en fait, il y a eu des bâtiments en fait au fur et à mesure qui sont construits au fur et à mesure des âges, en sachant que du coup, il n'y a aucun bâtiment finalement à valeur patrimoniale forte, puisqu'il n'y a rien en dessous de 1950. Donc, on reste quand même sur de la ferme et on reste quand même sur des bâtiments qui n'ont pas de vocation patrimoniale très très importante. Mais néanmoins, ça vaut le coup de les garder toujours. Et aussi, on est sur des sites en milieu forcément qui sont cités en site agricole. Donc on a des contraintes très très fortes à partir du moment où on veut travailler sur ce genre de bâtiment, à y faire autre chose que de l'agriculture. Donc ça c'est un vrai sujet aussi. Et du coup indirectement ça te force à travailler dans la réhabilitation puisque ça t'oblige à travailler dans le volume bâti. Mais néanmoins voilà c'est une donnée qui est quand même importante. Donc là vous avez juste une petite vue axiaux. Vous voyez en fait le site en tant que tel. Donc là en fait c'est le site de la ferme. Donc vous retrouvez si vous voulez ici un bâtiment en L qui a une très grande surface. Ici à l'époque il y avait le magasin où ils faisaient la vente. Et ici c'était les chambres froides sur ce bâtiment-là. Donc il y a des volumes à l'intérieur. En fait ils ont fait rapporter des boîtes dans la boîte mais qu'ils ont acheté. Donc c'est des frigos. Du coup, à l'intérieur ici, donc seulement au rez-de-chaussée, vous avez des grands frigos où il y avait aussi les labos, où ils fabriquaient du coup tous les produits laitiers. Et ici, pour l'instant, c'est une zone de stockage. Je sais pas ce qu'il y avait au moment de l'exploitation en elle-même. Mais donc, on est sur un bâtiment très 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 grand. Il y a les vaches ici. Elles n'étaient pas ici, les vaches? Non, ça n'existait pas. Ok. Donc, je pense que les vaches sont passées de là, peut-être à là, du coup. Voilà. Et on retrouve ici une cour avec l'entrée de site. Donc je vous l'ai pas dit avant, mais l'entrée de site est là.
Donc là, c'est une petite rue qui est en matériaux perméables, type terre-pierre. Et en fait, on rentre par le site par ici. Et on arrive sur une grande cour, du coup avec ce grand bâtiment à gauche, qui est pas forcément trop visible, et cette halle de stockage sur la droite, qui est l'objet un peu aujourd'hui de notre intérêt ce soir. En sachant que, ça je vous le dirai après, là vous voyez juste quelques vues du site. Donc là on est sur cette photo-là, c'est l'entrée de site, que je vous disais avant. Ça c'est l'entrée un peu plus loin, avec le magasin qu'on voit là. Ici, c'est le passage qui permet de faire le tour du site. Vous voyez à chaque fois les petites, je vous ai mis les petits logos, comme ça permet un peu de situer. Et là, c'est notre petite halle de stockage, et ici, il y a encore une petite halle couverte. Voilà. Donc on est vraiment sur un site de ferme qui est laissé un peu brut de décoffrage, où les gens sont partis comme si de rien n'était, qui ont été laissés un peu à l'abandon. Donc ça peut faire peur à la base, mais je pense que voilà, EBA et en l'occurrence le maître d'ouvrage Ecobio Alsace a vu un certain potentiel et a décidé d'acquérir ce site. D'où en fait le petit schéma de montage. Donc Ecobio Alsace est donc maître d'ouvrage de cette opération. Donc c'est une association, pour ceux qui connaissent peut-être la foire Ecobio qui a lieu à Colmar. Elle a d'ailleurs lieu fin du mois de mai. Le 29 et le 1er juin, 29 mai et 1er juin, je crois qu'il y a la foire. 9, 30 et 1er juin. Ouais, c'est ça, elle est à Colmar. Je vous invite à y aller pour ceux qui connaissent pas. Et donc ça a été leur base de départ, si vous voulez, dans l'organisation, dans leur association. Et du coup, leur idée, c'est de pouvoir créer des écolieux à différents endroits. Et donc ils ont réussi à acquérir donc cette ferme en 2022. L'idée, c'est de pouvoir en créer un écolieu à terme. Et donc forcément, quand eux, ils ont acheté ce site, ils n'avaient pas tous les éléments en tête. Ils n'avaient pas l'idée d'un architecte, ils n'avaient pas l'idée de pouvoir avoir des règlements, ils n'avaient pas l'idée de devoir faire des études de sol, voilà, ou faire des diagnostics de structure. Ils pensaient venir poser quelques bottes de paille, ramener du monde et que tout allait bien se passer. Et en fait, ça se passe pas du tout comme ça. Et donc et je pense que ce projet-là, il prend vie aussi. Il va pouvoir prendre vie aussi parce que justement on a réussi, finalement le Gabion a réussi à rentrer dans ce projet et nous du coup par l'intermédiaire aussi. Donc c'est pour ça que vous voyez qu'en fait il y a une interaction qui se crée entre Ecobio et Maker, donc c'est nous. Donc on est architecte, donc en fait nous on fait un peu le centre de gravité, on fait un peu la roue libre. Avec le Gabion qui est du coup associé à Ecobio du coup dans une espèce d'entente où en fait la formation, on va l'expliquera mieux après, mais la formation en fait vient faire des travaux au sein de la ferme, ce qui permet de faire avancer en fait les projets adossés à des bénévoles. Donc Ecobio Alsace, la volonté c'est de faire un écolieu, donc de faire travailler des bénévoles, et même si en interne ils ont certaines compétences professionnelles, l'idée c'est de faire travailler des bénévoles par des chantiers participatifs, qu'on évoquera plus tard, mais par le biais des chantiers participatifs de pouvoir faire avancer les projets. Voilà. Et de pouvoir faire les travaux. Et donc le Gabion est là un petit peu aussi, pas comme une entreprise, mais finalement forme des stagiaires qui sont déjà en apprentissage, mais avec des pros. Donc on est sur un intermédiaire et du coup, en fait, il va dire que ce trio, Maker, Ecobio, Gabion, permet en fait de créer en fait quelque chose qui peut pérenniser et faire qu'on arrive à faire un projet qui a du sens et qui tient la route. Voilà. Parce que en fait à ça, forcément, il faut rajouter qu'on a dû déposer un permis, donc il a fallu rentrer dans certaines réglementations et notamment avoir un bureau de contrôle. Et donc ça, c'est pareil, c'est un vrai sujet important dans ce type de procédure que je tiens un peu à parler ce soir parce que aujourd'hui, on a pris un bureau de contrôle qu'on connaissait nous parce qu'on a déjà travaillé avec eux sur des sujets un peu biosourcés parce que rien que parler de ça déjà c'est compliqué. Mais qui était sensible à ça. Et aujourd'hui, on s'est rendu compte que on les a mandatés pour le faire. Et une fois qu'ils sont venus visiter, qu'on leur a expliqué vraiment le projet, ils veulent se dédouaner en fait, et ils veulent se retirer en fait du projet, parce que en fait, clairement, à partir du moment où il n'y a pas d'entreprise qualifiée qui viennent sur le site, ça leur pose problème. Et du coup, on est en fait en train de discuter, à voir comment on pourrait faire pour que quand même on arrive à trouver un compromis
pour cette halle et surtout pour le reste du bâtiment et pour d'autres projets en fait. Enfin, l'idée c'est toujours de trouver ce projet-là, c'est un projet exemple. Et là, c'est un projet exemple par rapport au montage du projet en tant que tel et pour d'autres formes aussi. Mais là, je trouve que c'est important en fait de l'aborder et je pense que c'est un sujet aussi qui doit toucher tout le monde, notamment les étudiants, de se dire qu'en développant ce genre de thématique de projet qu'on va avoir de plus en plus, on arrive en fait à ce que tous les acteurs en fait puissent se mobiliser et que en fait ça fait bouger un peu la machine, quoi. Voilà. Donc le projet, là je vous mets le plan masse. Je pense que vous n'avez à rien lire, c'est un peu triste, mais du coup le programme. Donc forcément, ayant affaire à une association, aujourd'hui ils avaient pas le budget pour essayer de travailler sur une réflexion, on va dire, globale au site. Malgré tout, on a quand même une démarche, on va dire, un peu globale, c'est-à-dire l'idée c'est toujours de faire, même si on fait un projet dans un global, il faut absolument qu'on n'ait pas besoin de démolir pour derrière refaire. En fait, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que si on va travailler sur les autres bâtiments plus tard, il faut qu'on puisse toujours se dire que ce qu'on a fait avant, on puisse l'adapter ou en tout cas, il puisse être pérennisé dans le temps. Et donc aujourd'hui, la première demande a été de dire on souhaite donner une première dynamique au lieu. Et du coup, ils passent par le fait pour en tout cas dans leur idée, c'était de passer par l'artisanat, les savoir-faire locaux et de les revaloriser. Et du coup, d'accueillir des artisans de petite taille au sein d'un local où ils peuvent travailler à 1, à 2, voilà, sur des petites surfaces avec des loyers modérés et que du coup ça commence à faire vivre le lieu et lui donner un peu une ampleur et du coup faire des activités autour et voilà. Donc ça c'était un peu le programme de base avec bien sûr l'idée de travailler que des matériaux biosourcés, géosourcés, de travailler aussi sur le réemploi. Parce que ça, c'est aussi une donnée très importante aujourd'hui, de pouvoir travailler en fait ces produits, tous ces bâtiments qui sont démolis. Eux, ils ont eu cette trop forte tendance, je dirais, à acheter un peu tout ce qu'ils pouvaient trouver au début. Du coup, maintenant, ils reviennent un peu en arrière. Mais l'usage en fait du réemploi a été une donnée très importante aussi dans ce projet. Et on verra après comment on l'a un peu abordé. Voilà. Et les enjeux, du coup, je voulais un peu déjà citer. C'était donc donner cette première dynamique au lieu, pérenniser bien sûr une première entrée d'argent par la location et qui s'intègre bien sûr dans un projet global. Donc on s'intéresse aujourd'hui donc à ce bâtiment-là. Donc l'intérêt de ce bâtiment, c'est qu'il est en plus au droit de l'entrée, c'est-à-dire que quand vous êtes piéton ou cycliste, quand on rentre dans la cour, en fait, on rentre dans la cour, c'est le premier bâtiment qu'on longe. Il a cette praticité en fait d'être très allongé et d'avoir une forme assez simple. C'est l'avantage aussi de ces bâtiments agricoles. Ici, vous le voyez un petit peu, du coup, on le voit un petit peu en photo. Donc sur la gauche, vous avez une vue, du coup, on est dans la cour et on regarde vers l'entrée sur la gauche. Et sur la droite, vous avez le bâtiment. Du coup, on commence à voir ce qui se passe à l'intérieur. Donc, vu que c'est un bâtiment qui servait de stockage, on voit les structures. Il n'y avait rien de caché. Donc, ça, c'est vraiment le gros avantage. C'est-à-dire qu'on n'avait pas besoin de déposer de faux plafonds ou je ne sais quoi. On est sur une structure qui est très visible. Donc, on arrive à lire, en fait, cette série de portiques. Et ces cellules, en fait, qui sont d'origine, en fait, on a déjà, en fait, une série de portiques qui sont espacés tous les 8 mètres, à peu près. Et on a une série de portiques comme ça qui s'enchaînent sur 10 travées en fait. Donc on a 10 travées avec cette série de portiques. Je parle un peu de pathologie parce qu'on a abordé un peu aujourd'hui et les années précédentes, donc c'est important que quand même on puisse un peu regarder ce qui se passe. Donc les pathologies qu'on y a vues, puisque vu que tout était visible, c'était assez simple. On voyait qu'en fait tous les assemblages étaient bois-bois avec des plaques métalliques. Donc on sait qu'il y a certains éléments qui sont à reprendre puisqu'ils étaient un peu abîmés ou insuffisants. On a certains contreventements aussi, type croix de Saint-André, qui étaient abîmés. On a des pieds de poteau, qui est un gros sujet aujourd'hui, les pieds de poteau étaient posés au sol. Aujourd'hui, c'est une problématique, c'est que forcément
c'est hors DTU, donc il faut remonter de 20 cm. Et on sait qu'aussi dans un atelier, on va potentiellement laver aux grandes eaux, ça peut poser des gros problèmes. Et on se doute bien que comment c'est fondé, on ne sait pas trop. Donc il y a absence de longrine aussi sous les murs sur certains murs de façade. Donc on est sur vous le voyez sur la photo de droite, vous avez ici vous avez en fait une lisse basse qui flotte. Donc en fait il y a plus vraiment de longrine en dessous. Édifère bois donc à remplacer. Voilà. Des petit point d'attention qu'on a vu, c'est les limites en fait. C'était difficile d'avoir des limites parce que en fait à cette époque-là, les permis de construire, personne n'en faisait vraiment. Il a un peu construit ses bâtiments sans vraiment demander. Du coup, en fait, les implantations sont un peu arbitraires. Donc, ça a été difficile de trouver, en fait, de savoir exactement où étaient les limites. Donc, ça, c'était un travail aussi qu'il fallait faire, c'était de savoir vraiment bien où étaient les limites. On a un cours d'eau à proximité du site aussi, qui est juste à côté, sur sa façade est. Donc, ça, c'est aussi un sujet. Ça veut dire que ça se dit que souvent, en plus, dans la plaine, on a des nappes qui sont très très proches, donc il y a des gros sujets aussi qu'il peut y avoir de présence de nappes suivant les fondations ou des remontées de nappes. Donc c'est des points d'attention à avoir. On a une toiture qui est amiantée, qui est assez classique de ce genre de cas de figure, mais voilà, qui le fait, comment on le fait, quand on le fait. On le fait en une seule fois, en plusieurs fois. Donc voilà, il y a plein de sujets en fait, que je vais pas vous aborder là, mais en tout cas, à chaque fois il y a des sujets en fait, et chaque fois ça peut être porté à débat. Donc tout ça, le maître d'ouvrage n'en avait pas forcément conscience de toutes ces pathologies. Et donc ça a été important qu'on puisse l'aborder et que au-delà de tout ce qui est réglementaire, c'était aussi de voir un peu les problèmes qu'il y avait à ce bâtiment et qu'on pouvait pas juste rajouter quelques cloisons et se dire qu'on pouvait faire un atelier. Et des bottes. Ouais. Voilà, et des bottes. Donc le bâtiment en soi étant très tramé et le programme étant la volonté de créer des cellules pour des artisans de petite taille, le projet reste relativement simple et évident finalement, c'est d'avoir dans chaque travée une cellule. L'idée c'est de pouvoir avoir une cellule qu'on puisse dupliquer de manière complètement régulière sur les 10 travées. N'empêche que sur certaines travées, on peut imaginer autre chose. On imaginait que il y avait peut-être un endroit où ils voulaient faire du stockage, un endroit peut-être où ils accueillaient du public, notamment au niveau d'entrée de site. Mais du coup, à chaque fois, on reste sur une représentation d'une cellule. Donc vous avez sur la gauche, c'est le plan existant. Où vous voyez en bleu, un peu poché, c'est les poteaux de portique en fait qui retombent. Et vous avez du coup à chaque fois les travées qui sont dessinées. Voilà. Et au niveau de la 4e travée, vous avez des croix de Saint-André qui contreventent le bâtiment. Et vous avez la même chose de l'autre côté. Donc là, on est sur... vous avez sur 10 travées. Voilà. Donc là, vous avez juste un extrait. Et on retrouve sur la droite, du coup, le plan projet, avec l'idée de dire que on avait un volume. Aujourd'hui, la question s'est posée pendant très longtemps, c'est de dire que le portique s'arrêtant ici, on va logiquement créer une nouvelle façade à cet endroit-là. Mais c'est pas si simple. Parce que du coup les surfaces du coup qui étaient du coup allouées à ces différentes cellules étaient trop petites. Pourquoi elles étaient trop petites? Pourquoi est-ce qu'on peut dire qu'elles étaient trop petites? Pas parce que le maître d'ouvrage vous a demandé une surface minimum, mais c'est simplement parce que ils avaient déjà des preneurs. Ils avaient déjà des gens qui voulaient louer certains espaces, qui voulaient notamment un forgeron, qui voulait louer 3 cellules, qui étaient pressés. Et du coup, lui, il nous a donné un peu ses contraintes et ses besoins. Et on avait un deuxième preneur qui était des gens qui voulaient fabriquer des vélos, des remorques à vélo. Du coup, de la même manière, en fait, ils nous ont donné leurs contraintes. Et on s'est rendu compte en voulant garder une façade finalement à l'alignement des portiques, on n'avait pas assez de surface. On était beaucoup trop contraints. Du coup, il a vraiment fallu trouver de la surface, beaucoup de surface. Donc, comment on l'a essayé de le faire tout en restant dans le volume bâti. Du coup, ce qu'on a proposé, c'est plutôt de créer une nouvelle façade, mais plus avancée. C'est-à-dire que, étant donné que le débord de toit est très prononcé, on s'est aligné à un autre moment. En fait, on a recréé une poutre en partie haute et on a recréé une façade finalement, mais plus avancée. Et on a aussi créé une mezzanine qui permet en fait de générer de la surface pour des usages de stockage, d'un petit bureau, peu importe. Ceux qui veulent fabriquer les vélos, ils veulent faire un petit atelier de peinture. Donc en fait, on a essayé de créer vraiment de la surface. Et du coup, en fait, le projet s'est un peu dessiné de cette manière-là.
C'est-à-dire que voilà, cette façade finalement étant plus du coup sur la cour, plus avancée. On a quand même le même débord de toiture, il n'a pas changé. Et du coup, on dessine un volume un peu technique à l'arrière qui permet de regrouper en fait toute la partie un peu technique, mais aussi les sanitaires et un escalier qui permet d'accéder à éventuellement mezzanine. Donc on a créé une zone ici, en fond, avec des attentes qui avaient déjà existantes, parce que les bénévoles avaient déjà travaillé avant qu'on vienne, donc ils avaient commencé déjà à faire des réseaux. Donc en fait, voilà, on a pu aussi adapter finalement les réseaux, et donc ça avait du sens aussi de se dire que cette zone-là, en fait, était un peu une zone technique à l'arrière, qui faisait partie intégrante de l'atelier. Et du coup, le trait que vous voyez là, en fait, c'est la partie mezzanine que vous voyez à l'étage. Voilà. Donc on travaille dans le volume bâti, c'est-à-dire qu'on n'a pas changé finalement la forme de la toiture, on isole la toiture et on reste sur le volume. Et du coup là, vous voyez la façade en fait qui est plus avancée par rapport au portique existant. Voilà. L'autre choix fort, ça a été de dire que en fait, pour être le plus économe possible et le plus entre guillemets frugal possible, c'est de limiter les ouvertures. C'est-à-dire que les ouvertures aujourd'hui, malgré qu'on est sur une exposition qui est presque nord, on a privilégié au maximum d'ouvrir seulement sur une façade, c'est-à-dire sur la façade sur cour, et que tout le reste finalement était fermé, toutes les autres façades. Bon, déjà d'une part parce que quand on est au milieu de la cellule, forcément on peut ouvrir que d'un côté ou de l'autre sur les petits côtés. Aujourd'hui sur la façade sud, il n'y a pas de débord de toiture, on est très proche de la limite, et en plus derrière il y a un agriculteur avec des aujourd'hui il y a des stockages un peu pas très beaux à voir derrière. Donc du coup on a vraiment essayé de se scinder et de plutôt créer une haie végétale à l'arrière sur la partie sur limite. Donc ça a été un vrai choix aussi de dire qu'on ouvre que sur la façade finalement sur cour, qui est un peu l'élément vu et l'élément un peu qui est un démonstrateur pour l'atelier. Ouverture en toiture aussi. Et on a une petite ouverture en toiture. Ouais. Et du coup, on a aussi allongé un petit peu, on a aussi créé un quai, une terrasse que vous voyez ici, qui permet en fait aux exposants de pouvoir stocker du matériel, de pouvoir décharger dans ces zones-là, de pouvoir faire des expositions. Du coup, on a aussi, vu qu'on a quand même encore un débord de toiture, on a une partie couverte et une partie qui est du coup non couverte, mais qui crée un quai. Donc là, vous avez une petite vue éclatée un petit peu des structures. Donc en bleu, c'est finalement ce qui est existant. Donc on retrouve finalement une ossature, un peu une ossature bois qu'on vient compléter sur les parties façades, et du coup nos portiques sur les intermédiaires. On vient du coup recréer des complexes d'ossature bois, enfin des complexes de bardage sur les parties, sur les trois façades, et un complexe ici d'une façade du coup composée d'un ouvrant coulissant et d'un ouvrant coulissant, oui, qui permettra du coup de faire des ouvertures, et d'un châssis fixe vitré qui est divisé en deux, que vous verrez plus tard. À l'intérieur de ça, du coup, on retrouve nos cellules, nos différentes cellules avec des refends. Du coup, on vient recréer des refends au droit de chaque cellule, en sachant que la possibilité est donnée à ce que des cellules soient mutualisées, comme ça peut être le cas. C'est-à-dire que voilà, quand quelqu'un veut prendre 3 cellules, rien n'empêche en fait de créer une ouverture et de communiquer entre les cellules. Et bien sûr, un complexe de toiture en isolation par le dessous. Voilà. Là, vous voyez plus un peu en coupe détail. Du coup, là, on a un peu zoomé sur la partie où vous voyez plusieurs choses. Vous voyez un peu le sujet un peu de la toiture. Où du coup, on a décidé pour l'instant d'isoler en laine minérale, en laine type laine de coton, chanvre et lin en toiture. Ça pourrait aussi, dans le cadre du gabion et des formations, être un autre isolant qui peut s'utiliser. Mais pour l'instant, on est plutôt sur une isolation entre et sous les chevrons et sous la structure que en surtoiture. On a aussi la volonté aujourd'hui, c'était vu qu'il fallait un peu se marier dans un cadre agricole et qu'il y avait de la ressource en réemploi sur de la tôle ondulée, on est sur une toiture en tôle ondulée, et des panneaux photovoltaïques qui ont été volontairement posés aussi sur la façade sud, enfin sur le pan sud,
parce que du coup, ils ont aussi une volonté forte d'être en autonomie énergétique. Et sinon, pour tout ce qui est sujet un peu lié au mur de Refend, on est sur une structure, en fait, on a volontairement, peut-être avec le gabion, fait peut-être plus que ce qu'il y a besoin. Mais l'idée, c'était en fait de recréer une structure à l'intérieur, en fait, du coup, des montes en bois dans cette largeur de portique, dans cette épaisseur de portique, et du coup, de faire une isolation en botte de paille sur champ, et de pouvoir faire des enduits terre en 2 passes, enfin, du coup, des enduits terre de 4 cm de part et d'autre du mur de Refend. 4 cm pourquoi? Peut-être Manu peut l'expliquer mieux que moi. L'énorme feu. Voilà. Parce qu'on a des sujets feu aujourd'hui, même s'il y a des tests qui commencent à être faits aujourd'hui pour essayer de réduire cette épaisseur, et passer peut-être à 2 cm et qu'on arrive quand même à être coupe-feu. Nous, on le fait notamment sur un autre projet. Mais aujourd'hui, la règle qui permet de le faire, c'est 4 cm. Du coup, on a volontairement allé jusqu'au bout, et vu que la formation peut se permettre en fait de le faire, on a du coup une isolation en botte de paille plus 4 cm de chaque côté en enduit terre. Voilà, dans les refends, qui donc englobe finalement cette ferme de charpente existante. Voilà. Et du coup, sur le mur, les murs de façade, on est sur un complexe un peu différent, où là, l'idée, c'est de plutôt faire de la projection terre-chambre entre des structures. Donc, on a une structure qui est déjà existante aujourd'hui, avec une structure complémentaire encore à l'avant. On va être à peu près sur 25 cm d'épaisseur de complexe terre-chambre, ce qui est énorme, hein. En principe, on fait rarement des épaisseurs aussi grandes. Mais là, par rapport au gabion et par rapport finalement aux épaisseurs qu'on a, parce qu'aujourd'hui, on a une longrine, si vous voulez, en pied et qui est très large. On a des structures qui font que, voilà, on se permet d'avoir des épaisseurs qui sont plus fortes. Et on est sur un complexe de bardage bois, du coup, à l'extérieur. Donc, avec un bois de réemploi qui sera utilisé et homogénéisé, en fait, à la fin, soit par des teintes, soit parce que voilà, ça peut être des poses différentes ou alors des essences différentes. Mais l'idée, c'est d'avoir une homogénéité sur l'ensemble de la façade en bardage bois vertical. Donc là, je vous montre juste 3 vues qu'on a réalisées pour donner un peu l'ambiance et pour que du coup le gabion, enfin pas le gabion, EcoBio Alsace puisse aussi communiquer sur le projet et un peu pour leurs futurs occupants et puis pour communiquer sur différents événements qu'on pourrait y greffer. Donc on voit un petit peu en fait cette idée de façade rapportée qu'on a créée par rapport à avant où il y avait finalement pas de façade. Du coup là, en créant en fait un jeu de symétrie et malgré la répétition, finalement, on arrive à une composition qui est assez alternative entre voilà ce complexe, enfin, ce panneau coulissant qui vient coulisser derrière des fenêtres, qui vient des fois pas coulisser suivant s'il est ouvert ou il est fermé, et ce grand châssis vitré en fait qui permet justement voilà une visibilité depuis la cour et aussi un apport de lumière. Et à droite, vous avez donc la vue à l'intérieur. Donc c'est une vue un peu type. Donc là, c'était peut-être en l'occurrence les personnes qui voulaient fabriquer les vélos, où on voit en fait cette double hauteur qui est assez belle dans cet ensemble, avec un traitement acoustique en plafond et volontairement aussi les gaines. En fait, on a un gros sujet de ventilation vu qu'on est dans des ateliers. On a un gros sujet sur le renouvellement d'air dans les ateliers, donc c'est aussi quelque chose qu'on a souhaité finalement ne pas cacher, mais plutôt assumer. Donc on a fait une étude là-dessus pour voir un peu qu'est-ce qui est le plus pertinent, notamment sur les poussières. Et donc on voit les refends à chaque fois à gauche, sur la gauche et à droite, on voit les refends du coup en terre. Donc on a un peu cette matérialité béton au sol, enduit terre sur les refends et puis le plafond en bois acoustique. Voilà. Donc vous le voyez, en fait, c'est un projet qui se prête super bien en fait à la pratique de formation et d'accueil d'un groupement comme le Gabion pour justement faire des formations, parce que justement ils peuvent travailler travée par travée, ils peuvent travailler en binôme avec le maître d'ouvrage pour faire certains travaux ou pas d'autres. Voilà, en fait, je pense que c'est vraiment un site qui s'y prête très bien. C'est vraiment un lieu d'expérimentation et il est vu comme ça, il est conçu comme ça pour que justement on puisse faire plein de choses.
Parce que là, on est sur des matériaux, on a fait de la paille, des bottes de paille, on a fait des terres champs, on aurait pu faire autre chose. Mais le projet, il fonctionnerait de la même manière. C'est-à-dire qu'en fait, on essaie toujours de se dire que c'est pas, la matière ne va pas, on va pas subir, l'architecture ne va pas subir la matière et l'inverse, c'est pareil, quoi, en fait. C'est de travailler toujours, voilà, en bon entendeur et que du coup, ça marche dans tous les cas de figure qu'on peut se projeter. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant et c'est vrai que c'est un site qui s'y prête très bien à accueillir le gabion et aussi à faire des chantiers participatifs. Aujourd'hui, le projet, il se veut être assez long, vu qu'il va se faire dans un cadre, voilà, souvent bénévole, faute de moyens, et avec le gabion, qui a du coup, forcément son planning annuel. Du coup, on peut être sur un temps assez long. Aujourd'hui, voilà, l'idée, c'est de pouvoir au moins sortir 4 travées dans les 2 prochaines années. Ce sera déjà bien. Voilà. Et après, au fur et à mesure, en fait, ça donnera peut-être l'engouement pour faire le reste et aussi réfléchir enfin, on peut plus réfléchir en tout cas sur l'ensemble du site. C'est à moi de jouer. Vas-y. Ok, c'est à mon tour. Je reviens juste en arrière. Là, on voit une image sur la droite de ce qui se passe au Gabion. Alors, j'ai pas beaucoup d'images du site, de ce qu'on fait actuellement dessus. Mais voilà, c'est un espèce de petit teaser. Donc, n'hésitez pas à passer voir à Bofsheim, voir ce qui s'y passe. Voilà, on fait des enduits-terres sur bottes de paille. Donc là, c'est la promo actuelle qui s'amuse à mettre de la boue partout. Donc le Gabion, on n'en a pas trop parlé. C'est quoi à la base? C'est un centre de formation en éco-construction et restauration du patrimoine. Ça existe depuis 1993. Mais je vais vous passer une petite vidéo de 3 minutes qui résume un petit peu l'ensemble. Et après, on verra les spécificités de l'antenne alsacienne. Donc tu peux lancer la vidéo, Gilles. Au cœur des Alpes du Sud, à Embrun, le Gabion a vu le jour en 1993. Ses fondateurs, Richard et Liliane Lacortiglia, sont passionnés par les métiers manuels et animés d'une solide fibre écologique. Pour eux, c'est clair, la voie empruntée par le bâtiment conventionnel industrialisé ne sera pas viable. Ainsi démarre l'aventure du Gabion, avec des formations qui mêlent apprentissage et transition professionnelle. Le Gabion porte 2 activités. Un centre de formation spécialisé dans la restauration du bâti ancien et l'éco-construction et des ateliers de transition professionnelle qui embauchent des salariés sur ces chantiers aux 4 coins des Hautes-Alpes. La formation du Gabion, c'est près de 70 artisans ouvriers diplômés chaque année dans 4 centres, à Embrun, Mannes, Mérargues et en Alsace. La formation historique, c'est l'OPRP. Au programme, la restauration et la rénovation de bâtiments anciens. Les élèves y apprennent à repérer les pathologies des constructions et à les traiter dans les règles de l'art. La pierre sèche, la chaux, la construction en terre, la taille de pierre ou la charpente traditionnelle n'ont pas de secret pour eux. L'OPEC est un cursus dédié à la construction neuve, à la rénovation et aux extensions. Les élèves y étudient entre autres la charpente, l'ossature bois, l'isolation, les matériaux biosourcés et la construction en bottes de paille. Ils sont formés aux problématiques thermiques, aux notions de sobriété énergétique et de bilan carbone. À Embrun, une assistante socio-professionnelle et des encadrants techniques accompagnent vers l'emploi une vingtaine de salariés de tous horizons. En difficulté professionnelle, ils développent des savoir-faire et sont évalués sur le savoir-être en entreprise. Un accompagnement individualisé les aide à retrouver un rythme, construire leur projet pro et accéder à l'emploi durable. L'association a depuis toujours revalorisé les métiers artisanaux. Mais au travers de ses actions de conservation et de transmission, c'est avant tout l'homme que le Gabion entend remettre au centre des enjeux de demain. Ok, voilà pour la présentation générale de ce que c'est le Gabion. Donc l'antenne alsacienne, elle existe depuis 2022. Et donc je parlerai des lieux de formation après, mais de manière générale, les formations, on a vu qu'il y a OPRP et OPEC.
C'est des formations dans tous les cas de 9 mois. C'est 1200 heures, c'est 400 heures en entreprise et 800 heures en centre. Et il y a 3 CAP donc, qui sont délivrés par ces centres de formation. Il en existe d'autres que le Gabion. C'est donc ouvrier professionnel en éco-construction, ouvrier professionnel en restauration du patrimoine et aussi maçon terre crue dont on n'a pas parlé là, mais qui n'est pas reconduit pour l'instant au sein du Gabion. Les promos en Alsace, c'est 10 stagiaires, ni plus ni moins. Et sur les 3 ans, on a eu la parité homme-femme. Donc voilà, il y a autant de filles que d'hommes dans les formations. Et les formateurs sont locaux. C'est pas des formateurs qui viennent des Hautes-Alpes, c'est bien des formateurs d'Alsace ou dans la Grand Est, disons. Et on est une quinzaine à peu près. Donc chacun avec sa spécialité, bien entendu. Donc que ce soit en taille de pierre, en charpente traditionnelle ou autre. Voilà, et on a aussi bien sûr des thermiciens qui interviennent, des experts du bâti ancien, des architectes, etc. Donc les financements, c'est Europe et région. Donc on est financé par des fonds publics. Voilà. Et derrière, bien sûr, on a un regard sur l'issue en sortie de formation et notamment qu'est-ce que ça donne. Donc on voit qu'il y a à peu près 40% de création d'entreprise, 11% de CDI dans le bâtiment, des CDD 24% et d'autres qui restent malgré tout demandeurs d'emploi, en tout cas dans les périodes où on fait les statistiques. Bien sûr, nous on regarde exactement, moi je regarde en tout cas que deviennent mes précédents stagiaires, est-ce qu'ils se sentent bien dans leur boulot et qu'est-ce qu'ils font. Donc exemple d'ouvrage qu'on a fait à l'Écomusée d'Alsace, puisqu'on a été implanté 2 ans à l'Écomusée d'Alsace. Donc ça, c'est les 2 ouvrages qu'on a réalisés. Donc un petit abri en charpente traditionnelle, avec aussi couverture traditionnelle, fondation en pierre avec maçonnerie en pierre, un peu de taille de pierre pour les dés là, qui supportent les poteaux, et un abri un peu similaire à un autre endroit du musée, où on a fait pareil, cette fois-ci un colombage en bois de récup, donc en bois ancien, avec une jolie petite ferme sur poteau. Et on a équarri du bois à la hache, donc un peu à l'ancienne, pour avoir les longueurs qu'on n'avait pas en bois ancien. Et là aussi en couverture traditionnelle. Et là, il y a un mur en pierre. Là, on ne voit pas parce qu'il y a une ouverture qui a été créée, mais un peu plus tard que la date de la photo. Et le mur a été rempli en briques de terre crue. Donc voilà un petit peu les activités qu'on fait dans la formation. Donc c'est des formations qui sont très diversifiées où il y a, voilà, on voit un peu de tout, des fondations à la couverture en passant par les enduits, par la thermique, etc., etc. Donc là on voit un petit peu l'équarrissage à la hache. Donc voilà, on sort un bois de la forêt, c'est du bois vert, et le bois étant frais, on peut le travailler plus facilement à la hache. Et là on essaie de sortir des poutres. Donc c'est comme ça qu'on faisait des maisons alsaciennes à l'époque. Les maisons à pans de bois étaient montées en bois vert et elles séchaient une fois montées. Et à côté, on voit les techniques de charpente traditionnelle, ici pas avec du bois équarri, mais avec du vieux bois. Voilà, où on pose les vieux bois sur ce qu'on appelle sur une épure, donc un dessin à l'échelle 1 qui est sur le sol, et après on superpose les différentes pièces de bois pour tracer les assemblages. Un exemple de taille de pierre, parce que voilà, on fait aussi de la taille de pierre, j'en ai parlé. Donc ça, c'était sur le site de l'Écomusée, et il y a bien entendu aussi du torchis, technique traditionnelle, à base de terre et de paille, pour le remplissage en pan de bois. On fait plus maintenant en cloison intérieure, mais... Ensuite, là, on voit un stagiaire qui s'entraîne à travailler ses enduits en terre crue. Donc là, il travaille sur un angle rentrant. On voit que l'angle saillant a déjà été travaillé. Et là, c'est ce dont je parlais avant. On voit un remplissage en briques de terre crue dans le pan de bois, avec voilà, du mortier à la terre. Terre locale, bien évidemment. Donc, comme je le disais, on était basé à l'Écomusée d'Alsace, entre Colmar et Mulhouse. Donc, vous pouvez aller à l'Écomusée et voir les ouvrages que je vous ai présentés juste avant. Et maintenant, on est basé effectivement sur le site de Bofsheim, dont Gilles a parlé et dont je vais reparler un petit peu, qui appartient à l'association Ecobio Alsace. Et donc, on a créé ce partenariat justement pour les aider à réhabiliter ce site, parce que pour nous, ça avait complètement du sens. Bien sûr en exploitant un maximum les matériaux locaux, le biosourcé, le réemploi. Donc comme l'a dit Gilles, on travaille principalement avec la paille pour en guise d'isolation. Il y aura aussi un peu de boîte de cellulose, du terre-chanvre, mais aussi des laines végétales
Voilà. Donc on a l'ancienne boutique. J'utilise le laser, il fonctionne. Vas-y. C'est ça. Ouais. Voilà. Donc ici, j'en avais parlé, c'était l'ancien magasin, l'ancienne boutique. Maintenant, c'est la salle de cours. Donc là, c'est le premier chantier qu'on a fait cette année, c'était justement isoler cette salle de cours. Donc on a fait un peu de démolition, on a enlevé tout ce qui est laine de verre, qui était d'ailleurs bien bouffé par les rongeurs, avec plein de petites crottes partout. Il y avait même du lierre qui poussait dans la façade. Donc c'était assez intéressant de voir un petit peu les pathologies et l'état d'un isolant conventionnel au bout de 30 ans. Et donc c'était pas Jojo, hein. Donc on a enlevé tout ça et on a remplacé par de l'isolation en laine végétale avec du panneau de roseau enduit à la terre. Voilà, avec un joli bas-relief aussi qui représente la montagne de Chine. C'est pas, la muraille de Chine, c'est pas très d'ici, mais c'est joli quand même. Ensuite, effectivement, on attaque une travée ici, donc pour installer justement un forgeron, mais qui ne viendra probablement pas. Mais dans tous les cas, ce sera un atelier pour un artisan. Et donc, encore une fois, j'ai pas de photos, mais je vous invite à venir à Bofsheim pour voir justement l'isolation en paille, terre-chanvre, des panneaux de roseau, des enduits terre et plein de recherche et développement sur voilà des tests de cisaillement sur la terre, la tenue sur différents supports, l'utilisation du liège aussi, etc., etc. Ce lieu, dans les perspectives d'avenir, ce ne sera pas que le gabion, ce sera aussi plein d'autres types de formations. Donc vraiment, ce sera un lieu d'accueil pour beaucoup d'organismes de formation. Notamment, on a un partenariat avec la Chambre des métiers d'Alsace qui va se faire, donc une formation que eux portent, avec un organisme qu'on appelle la Scopelée de Rive, principalement orienté pour les architectes, qui veulent justement se spécialiser un petit peu dans les matériaux biosourcés, dans le bâti ancien. Voilà, on est ouvert encore une fois à accueillir plein de choses là-bas parce qu'on veut que ce soit un peu un lieu de recherche et de développement, un lieu de formation, mais aussi un showroom à taille réelle où on peut voir effectivement toutes les techniques d'éco-construction. Donc que ce soit voilà, la charpente tradi, la couverture tradi, la taille de pierre, enfin un peu tout ce qu'on a vu le long de la présentation. Et Ouais, formation pro aussi. ouais, les formations pro, bien sûr. Ouais, on va faire une formation pro pour la projection terre-chanvre. Donc là, cette année, on a fait un peu des nouveautés. On a essayé de combiner la formation du gabion avec d'autres types de formations. Donc on accueille les Master 1 qui sont dans cette salle demain sur nos chantiers. Donc pour faire un petit peu, mettre les mains dans la boue, utiliser un peu des haches pour équarrir et même faire un peu de recherche aussi. Donc là, on a un partenariat avec l'ENSAS Strasbourg aujourd'hui. On a commencé à avoir des partenariats avec l'ENSAS Nancy, avec l'INSA aussi, ça se met en place. Comme je le disais avec la Chambre des métiers d'Alsace, et donc des formations pour pro et pour moins pro. Et aussi avec les bénévoles, du chantier participatif où chacun pourra venir un petit peu mettre la main à la pâte le temps d'une demi-journée ou d'une journée, le week-end par exemple. Et chapeauté en général toujours par un professionnel ou une professionnelle. Voilà un petit peu, je reviens sur la diapo d'avant. C'est le Gabion, c'est un centre de formation parmi d'autres en France, qui est chapeauté par la Fédération Éco-Construire. Et la Fédération Éco-Construire a répondu à un appel à projet qu'on appelle le PIA 4, où il y a pas mal d'argent qui est mis sur la table par le gouvernement. Et si effectivement la Fédération Éco-Construire est retenue, il y aura pas mal d'argent pour développer d'autres formations au-delà des CAP, avec des niveaux peut-être un peu plus avancés, notamment sur les techniciens de réemploi, sur conduite de travaux en éco-construction. Enfin, voilà, il y a pas mal de choses dans les tuyaux. Et ça, après, voilà, on attend les sous-sous. Mais voilà, donc encore une fois, je vous invite à venir, à venir voir ce qui se passe à Bofsheim. C'est complètement ouvert. Il suffit juste de me contacter, moi ou Ecobio Alsace, et puis on peut tout à fait organiser des visites, que ce soit individuelles ou en groupe. Voilà, si vous êtes curieux de voir un petit peu ce qu'on fait. Voilà, donc c'est un écolieu aujourd'hui qui est aujourd'hui encore une ferme et qui est en train de se transformer tout doucement avec l'intervention des bénévoles et ce chantier du coup qui commence à se faire sur l'artisanal. Et dans une réflexion globale, en fait, ils ont plein d'idées en fait à voir comment ils voient leur écolieu dans l'avenir. Et peut-être que justement une des voies serait de faire un pôle, en fait, vraiment un pôle formation, un pôle artisanal finalement dédié pour cet écolieu. Ils avaient d'autres idées, que c'était peut-être plus artistique ou autre, mais ils se rendent compte que c'est peut-être justement là, en l'occurrence avec le gabion et tout ce qui se passe autour et leur volonté aussi de travail, justement d'aller dans une recherche plutôt d'avoir un écolieu
vraiment dédié à la formation, à l'éco-rénovation, et voilà. Et que ça devienne un peu un lieu, voilà. Et que ça n'empêchera pas qu'il y ait des événements autour. Ça n'empêchera pas que, voilà, on puisse générer des choses. C'est pour ça qu'en fait, si on part de ce principe-là, on arrive finalement à avoir, finalement, tous leurs besoins peuvent être quand même, essayer d'être mis en place dans ce genre de bâtiment. Parce qu'ils avaient en fait dans l'idée de pouvoir créer une petite salle de restauration, pouvoir faire leur potager eux-mêmes, du coup être autonome énergétiquement. Donc en fait tout ça on arrivera à l'intégrer en fait dans les bâtiments à long terme, de créer aussi des logements, notamment pour les gens qui se forment, pour Manu et pour d'autres. Voilà, donc il y a aussi un besoin là-dessus. Donc je pense que voilà c'est des choses qui peuvent quand même s'intégrer finalement à cet écolieu de manière assez ouverte. Et du coup, d'avoir un vrai espace formation. Aujourd'hui, ils travaillent dans une petite salle qu'ils ont un petit peu réhabilitée, qui est un ancien magasin. Mais je pense qu'il faut voir un peu plus grand. Et voilà, à l'échelle du site, en fait, même si on reste dans l'emprise des bâtiments, je pense qu'il y a de quoi faire. Et donc, voilà, je sais pas si ce sera 2050, mais on sera pas loin. Mais peut-être s'ils arrivent à 2050 et que ce soit un projet abouti et complètement autonome, peut-être, parce qu'aujourd'hui, là, pour le coup, ils n'ont pas le choix d'être autonomes parce qu'ils ont même pas ils sont pas asservis à l'assainissement. Voilà, donc il y a beaucoup de sujets en fait où ils font des futuriépurations. Donc en fait, on est quand même sur un projet qui est assez ambitieux et je pense que oui, en effet, 2050 est une belle projection sur un projet fini. En petit clin d'œil au workshop qu'on vient de faire sur la projection 2050. Voilà. Et si vous avez des questions, on est complètement ouvert. Merci pour cette présentation. Bah, je vous en prie. Et effectivement, si certaines d'entre vous ont des questions. Ah, ça marche pas. Vous m'entendez? Oui, là. Ça marche, ça marche. Il y a une question là-bas. Une question, ouais. Ok. Je voudrais savoir si, en termes de... Est-ce que je pourrais avoir quelques notions de cote? Les cellules, elles font combien de mètres carrés? Les cellules, elles font 95 mètres carrés à peu près sur l'ensemble avec la mezzanine. On est à peu près sur 60 mètres carrés de surface libre au rez-de-chaussée, l'atelier. On a à peu près 10 mètres carrés à l'arrière et après le reste est sur la mezzanine. Voilà. Donc on est sujet proche de 100 mètres carrés en fait. Voilà. C'est ce que j'imagine. Voilà. Et les chantiers participatifs, est-ce qu'ils sont encadrés par le camion? C'est à l'initiative de l'écolieu? Les chantiers participatifs, c'est à l'initiative de l'écolieu. Les pros, ce sera moi ou d'autres personnes. Mais voilà, mais c'est Ecobio qui encadre ça, ouais. Mais en fonction de, voilà, on discute tous ensemble pour dire quels sont les besoins et est-ce que ça vaut le coup de faire des chantiers participatifs pour que si les gens viennent, ils fassent des choses sérieuses et qui sont amenées à être pérennes. C'est pas le but de bosser sur maquette, tout ça, on bosse sur le vrai chantier. Demain, par exemple, on accueille les étudiants de l'ENSAS ici, on fera le chantier. Voilà, des choses qui resteront. En grande partie, en tout cas, vu qu'on est les projets de recherche et développement qu'on va travailler. Et vu qu'ils sont sur une première travée, en fait, c'est aussi le moyen de tester. Parce que forcément, l'association, elle cherche des forces en présence, en fait, pour les aider. Aujourd'hui, ils n'ont pas encore réussi à créer vraiment un noyau pour arriver à pérenniser des chantiers participatifs avec de réguliers et puis arriver à avancer. Mais l'idée, c'est qu'ils puissent avancer en binôme, en fait. Peut-être que ça sera tous les usages en fait que Manu y fait dans le cadre de ses formations et que eux ils fassent peut-être tout ce qui est lié au second œuvre, tous les habillages, tous les sujets sanitaires, les cloisons, enfin bref, s'il y a des sujets de porte en réemploi, enfin peut-être le second œuvre est peut-être plus lié à Ecobio en chantier participatif et peut-être que le Gabion eux prendraient la main sur tous les autres sujets plus structurels ou autres. Il y a un équilibre à trouver, je pense qu'ils vont le trouver au fur et à mesure de faire des cellules. Mais c'est le problème de travailler avec le bénévolat, c'est que forcément c'est très aléatoire. Voilà. Dans tous les cas, ce qu'on veut, c'est quelque chose de très dynamique. C'est-à-dire que si moi, il y a du monde tout le temps, et si ça bouge tout le temps, et s'il y a du travaux 7 sur 7, 24/24, moi c'est super. C'est un peu l'idée que tout le monde a, quoi. C'est que vraiment ça bouge. Une autre question? Oui, moi j'aurais aimé savoir l'histoire des écolieux et du Gabion. Ça s'est produit, bon, vous avez expliqué, c'est parti de Berlin. Et ça SM, comment ça fonctionne? Et bien petit pas par petit pas. Donc c'est effectivement parti d'Embrun sur la volonté de Richard Lacortiglia, comme on l'a vu dans le petit film. Et après, ils ont vu que ça a commencé à fonctionner, qu'il y avait
des besoins grandissants. C'est pour ça qu'on a commencé par l'OPRP, hein, c'est vraiment le diplôme d'origine depuis 93, qui a été porté par le CAUE du Gers à la base. Donc c'est un diplôme qui a ensuite été validé au répertoire national des compétences. Donc vraiment un diplôme orienté restauration du patrimoine pour bosser sur les monuments historiques. Et au fur et à mesure, l'éco-construction prenait de plus en plus de sens et le diplôme OPEC a été créé. Donc le Gabion a été fondateur de ce diplôme-là parce qu'ils ont le savoir-faire technique pour créer ce genre de dynamique. Et le premier diplôme OPEC a été validé en 2017 officiellement. Donc il a commencé, faut qu'un diplôme existe depuis 3 ans et qu'il fasse ses preuves pendant 3 ans pour qu'il soit validé officiellement. Donc c'est ce qui s'est passé, il a commencé en 2014 et 3 ans après il a été validé. Moi j'ai fait le Gabion en 2015, donc le diplôme n'existait pas encore, mais je l'ai eu de manière rétroactive. Et après d'autres centres ont émergé, le Gabion c'était un des premiers, hein. Maintenant il y en a 18 en France, 19 même. Répartis sur tout le territoire, mais dans le Grand Est, c'est toujours une grosse zone blanche. Donc c'est pour ça que quand moi j'ai fini mes formations, tout ça, je suis alsacien à la base, donc j'avais la volonté de créer quelque chose dans la région, parce que je voyais bien qu'il y avait rien, et que pourtant il y avait du patrimoine, il y avait de la volonté, il y avait des acteurs. Et l'idée c'était un peu de fédérer tout ce petit monde-là pour répondre à des demandes. Et puis j'ai eu la chance que le directeur et le président me suivent dans cette démarche-là. J'ai rencontré des gens, j'ai vu qu'il y avait une belle dynamique. Et je me suis dit, pourquoi pas, il y a une carte à jouer, et c'est comme ça que l'antenne alsacienne, elle est née, qui est plus récente que les autres antennes en région PACA. Et le Gabion a fait le pari vraiment de se déporter dans une autre région relativement lointaine, parce qu'ils se sont dit que là, effectivement, la volonté, c'est vraiment de démocratiser l'éco-construction, et que dans ce gros quart de la France, il y avait que dalle. Et maintenant, effectivement, il y a toujours que dalle, à part nous maintenant, et en Île-de-France, où il y a Édifice, c'est un autre centre de formation qui dispense ce type de diplôme. Voilà. Et vous avez un réseau qu'on peut repérer sur une cartographie, sur le net par exemple, si je tape Gabion Alors non, mais il y a déjà le réseau de la Fédération Éco-Construire, donc plutôt aller sur le site de la Fédération Éco-Construire pour identifier tous les centres, mais après contacter un centre pour avoir le réseau d'acteurs. Après, il y a des collectifs un peu informels, on a un collectif qu'on appelle Bâti Vivant qui est informel ici dans la région, mais il n'y a rien de visible sur le site du Gabion à part les formations qu'on dispense et les différents lieux de formation. Mais si vous voulez identifier des acteurs de l'éco-construction, que ce soit architecte, maître d'œuvre ou autre, il faut passer par les gens directement, moi ou d'autres dans du réseau. Voilà. Mais on commence à être assez nombreux, assez fédérés pour pouvoir lancer de belles dynamiques et de beaux chantiers. Moi, j'ai une question plus à propos du coup de votre pratique architecturale. Qu'est-ce que ce genre de projet d'écolieu du coup apporte dans votre pratique par rapport à une pratique plus traditionnelle où là du coup il y a la question du centre de formation mais aussi de chantier participatif où le temps est beaucoup plus long au final. C'est grand débat là. Là c'est grand débat. Bizarrement en fait. Je suis un peu attiré, dans l'agence, on est un peu attiré par ça. En fait, on fait beaucoup de projets où les montages sont pas forcément toujours standards. On fait du public où c'est plus standard et on fait du privé. Et souvent, les privés, on se rend compte que, ou même dans certains publics, on se rend compte que les montages sont complètement différents. Et du coup, on a, comme je vous l'avais dit au début, on a une approche du faire avec les liens et les lieux et les personnes, qui fait que à partir du moment où on trouve qu'il y a quelque chose, il y a du sens, en fait, on va y aller. Et parce qu'on sait où on sait où on va mettre les limites pour que ça puisse marcher. C'est-à-dire que quand on est arrivé au début, on savait très bien qu'on allait devoir, on va pas se faire que des amis parce qu'on va mettre un peu les pieds dans le plat dans certains cas de figure. Mais du coup, à partir du moment où on reste dans le dialogue, on peut arriver à faire des montages qui sont un peu complexes de ce type-là. Pour nous, clairement, c'était pas possible de suivre le chantier. Nous, tous nos projets de réhabilitation qu'on fait, on essaie toujours de suivre le chantier parce que pour nous, le chantier, ça fait partie intégrante en fait d'un projet. Aujourd'hui, là, c'est pas le cas parce que c'est sur un temps très très long, qu'il y a le Gabion, qu'il y a des bénévoles qui travaillent. Enfin, assurantiellement, c'est impossible. Dans le temps, c'est impossible. C'est d'ailleurs pour ça que le bureau de contrôle s'est un peu défaussé aussi. Parce qu'il voulait que moi je fasse le suivi pour que du coup il soit pas convoqué par les maîtres d'ouvrage. Enfin bref, c'est un peu compliqué. Mais du coup on trouve un équilibre parce que
c'est des projets de base, de toute façon, qui vont pas être finalement assurés par une dommage ouvrage. Donc, en fait, le gros problème, c'est les assurances, en fait. C'est que nous, dans tous nos projets, on est souvent sur des techniques non courantes, dans les approches, donc souvent dans ce qu'on fait comme préconisation de matériaux et qu'on pose. Même si, et en fait, on se dit que en faisant ce genre de process, on met les pieds parce qu'on fait appel à des professionnels quand même, on crée un réseau, on apprend, on se forme pour essayer justement que tout ce qu'on essaye de faire marche, fonctionne, et du coup aussi puisse se généraliser et que derrière des règles pro existent et que ça rentre dans les DTU, et qu'il y a des ATEX qui sont et autres. Et c'est comme ça que ça marche. On le voit là, il y a les dernières règles pro pour le chanvre qui viennent de sortir. S'il n'y avait pas des chantiers un peu test où des gens prenaient un peu des risques, il se passerait rien et on continuerait dans la même lancée qu'on est aujourd'hui. Donc pour nous, c'est un vrai engagement aussi moral à un moment de se dire, vas-y, on y va, quoi. Voilà. Et pour le coup du gabion, pour le coup de EBA, EcoBio Alsace, on a vraiment eu une rencontre, en fait. C'est une rencontre, en fait, avec des gens qui ont envie de bien faire. Et on est dans la même logique, en fait. C'est-à-dire que d'avoir le minimum d'impact sur les constructions qu'on fait et d'avoir un lieu où, en fait, les gens, ils se rencontrent et qu'on promouvoit, en fait, une meilleure manière de construire. Et du coup, associer ça avec le gabion, pour nous, c'était une évidence d'aller dans cette voie. Et on essaie de le faire dans d'autres projets, sous d'autres formes. Mais je sais pas si j'ai répondu à la question, mais voilà. Et comment on monte une filière que ce soit la filière paille ou la filière chanvre, tout ça, avec de l'audace. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut des gens qui ont du courage de faire les choses. Ça crée des retours d'expérience, qu'ils soient bons ou moins bons, mais ça crée des retours d'expérience. Et c'est à partir de ces retours d'expérience qu'on arrive à monter des règles professionnelles. Exactement comme a fait le réseau français de la construction paille, qui ont réussi à mettre en place des règles professionnelles depuis 2012 et qui rentrent maintenant dans le cadre des techniques courantes. Et c'est complètement validé et c'est assurable. Et très bientôt vont arriver les règles professionnelles pour l'isolation par l'extérieur en botte de paille et la paille porteuse. Donc la paille qui supporte la charge de la toiture. Donc ça, c'est dans les tuyaux et si tout va bien avec la C2P, ça sort en 2026, voilà. Donc ça avance, hein. Il y a des acteurs qui travaillent à fond sur ça. Et maintenant, depuis 2 ans maintenant, il y a les assises de la paille. Donc c'est vraiment un congrès national autour de la construction paille. Là, ça a eu lieu en janvier et il y aura une prochaine rencontre. Je sais pas si on va faire ça tous les 2 ans ou tous les ans, mais avec tous les professionnels de la paille du territoire français et même au-delà. Voilà, sachant que la filière paille française, c'est probablement une des plus structurées au monde. Parce qu'elle avance bien et elle avance fort. Voilà. Mais malgré tout, je te cache pas que c'est difficile. Enfin, c'est pas parce qu'on veut faire de la paille qu'on va y arriver ou que c'est pas que la paille, c'est une manière de concevoir en fait qui est différente. C'est même de faire du projet en fait. Tout est différent en fait dans l'approche et c'est ça qu'il faut avoir en tête, c'est qu'à un moment donné, il faut prendre des risques. Et que ça prend beaucoup plus de temps souvent et qu'il faut savoir bien s'entourer pour finalement et avoir les connaissances pour. Même si on apprend au fur et à mesure, c'est la formation, ça je le donne à tous les étudiants, mais allez-y, formez-vous, faites des chantiers participatifs, faites des années de césure, faites tout ce que vous avez à faire. Parce que nous, moi j'étais aussi à l'époque en 2018, quand en 2010, quand on est sorti d'ici, j'étais aussi dans le cadre de l'école et j'avais pas forcément ouvert les yeux, mais si vous avez la chance aujourd'hui, on est en 2025, je pense que vous avez toutes les billes pour justement aller voir ce qui se passe ailleurs, quoi. Donc testez. Ça vous empêchera pas de revenir, et ouvrez-vous au maximum, quoi. Et de toute façon, vous aurez pas le choix. Parce que la RE 2020 et les perspectives climatiques, à un moment, faut s'y mettre, quoi. Je vous dis, voilà. Ouais, mais on avec trouve cette info, mais ouais, mais on trouve toujours des subterfuges pour essayer de contourner cette réglementation quand on est un major. Donc, en fait, il faut, voilà. Mais oui. Vous intervenez dans le lycée du bâtiment? pas encore. Mais j'ai été sollicité par des profs du Corbusier, notamment, pour les BTS bâtiments, là. Mais c'est compliqué, hein. Administrativement, c'est une usine à gaz et ils lâchent l'affaire parce qu'en plus haut lieu, ça coince. Donc maintenant, grâce à Emmanuel, dans l'ENSA, ça commence à venir un petit peu. Pareil, dans les INSA, ils veulent maintenant instaurer des pro-pailles. Donc la paille, hein, il y a une formation qui tourne autour de la paille qu'on appelle pro-paille, qui donne il y a une certification à la clé. Et justement, pour être
considéré comme un professionnel de la paille et être assuré pour ça. Donc ça, maintenant, ça intègre depuis les premières 2023, je crois, la dernière, non, 2024, les premières ProPaille dans les ENSAS. Donc ça se met en place tout doucement où le ProPaille est intégré au cursus d'architecte. Et l'INSA, pareil, a cette volonté-là d'intégrer les ProPaille dans leur cursus. Et donc, tout doucement, ça vient. Mais les lycées, là, encore un peu compliqué, ouais. Ouais, bonsoir. Moi, j'ai une petite question. C'est, je trouve votre démarche. Il y a pas mal de confrères qui commencent à s'engager un petit peu dans ces démarches de territoire. Je pense notamment à la coopérative Anatomie d'architecture qui sort en ce moment. Enfin, on entend pas mal parler et qui font vraiment un travail formidable. Une façon de sourcer un petit peu la matière, d'aller chercher qu'est-ce qu'on construit, avec quoi on construit. Est-ce que finalement, c'est pas pour nous une façon de nous réapproprier notre métier? Aujourd'hui, on est dépossédé. C'est Mathias Rollo qui parle très bien de ça dans Décoloniser l'architecture. Comment on est dépossédé des savoirs. Même nous, en tant qu'architectes, en fait, on le vit au quotidien. Et finalement, cette fouille de la matière, est-ce que c'est pas comme ça qu'on peut retrouver un sens dans notre façon de construire? Vas-y, Je pense que oui, je pense que on doit tous un peu redécouvrir la matière. Je parlais de projets de recherche et développement. Et là, j'ai travaillé avec une étudiante de Paris-Malaquais en architecture et on travaille sur des tests au cisaillement des enduitaires. Donc en fait, on fait des petits carrés de 20 cm² sur différents supports avec une terre du site et avec une terre vendue par une briqueterie, donc un négociant, quoi, un producteur de terre. Et on a fait ça sur différents supports. Parce que finalement, il y a encore des doutes. On doit redécouvrir la matière. On doit redécouvrir comment elle réagit en combinaison avec d'autres. Donc, typiquement, on a fait des 20 cm² sur du placo, sur du liège, sur de la fibre de bois, sur du fermacelle. Et on a fait des tests au cisaillement. C'est-à-dire qu'on accroche un poids dessus et on regarde si ça tient ou si ça tient pas. Là, bizarrement, sur le placo, sans couche d'accroche, sans rien, on a mis de la terre et on a accroché un poids de 10 kg et ça tient sans problème les 10 kg. Donc, potentiellement, alors à voir au niveau de la mise en œuvre, et potentiellement, voilà, on redécouvre des choses. J'ai moi-même été surpris du résultat, qu'on peut très bien accrocher de la terre sur plein de supports différents, même sur de la brique monomure ou du béton, sans couche d'accroche. Et pourtant, on nous vend des couches d'accroche, comme quoi il faut du béton contact pour mettre un enduit-plâtre sur du béton. Là, on a fait des tests, et que les étudiants de l'ENSAS la verront demain, on a fait des tests sans forcément tout ça, et ça marche. Donc voilà, on redécouvre. Vraiment, il y a tout un champ à explorer. Et c'est très bête, parce que ces matériaux, on les connaît depuis longtemps, mais pourtant, on doit faire de la recherche et développement pour savoir si c'est faisable, pas faisable, et jusqu'à quelle limite. Et de la même manière, où ils font des tests au feu, il y a plusieurs millions d'euros qui sont débloqués pour la recherche et développement pour le RFCP, le Réseau Français de la Construction Paille, pour justement répéter des essais-feux et voir si on peut fibrer les enduits, pas les enduits, si on peut réduire les épaisseurs, etc., etc. Donc ouais, il y a tout à redécouvrir, j'ai presque envie de dire. Et vraiment les savoir-faire, mais je pense que justement les exemples que tu donnes sont très justes. Mais je pense qu'il faut avoir toujours une vision globale, et c'est souvent ça le problématique des projets aujourd'hui qu'on peut classer des fois comme vertueux. C'est que c'est pas parce qu'on fait une isolation paille que en fait ton bâtiment il est génial en fait. C'est souvent on communique. Le problème c'est qu'aujourd'hui on communique tous un peu. Tendance un peu c'est de communiquer sur les projets de manière un peu dire que j'ai fait des isolations paille ou terre. Mais en fait, il faut voir la globalité du bâtiment, de la manière dont il est conçu, est-ce qu'il est réhabilité, pas réhabilité, de la manière dont il est réhabilité, les ouvertures. Enfin bref, il y a un travail à faire sur un global, et souvent on se contente de se concentrer sur un élément du projet. Et c'est encore un peu cette tendance un peu du greenwashing, je trouve, que je trouve un peu compliqué. Et du coup, je pense que en effet, il faut vraiment se concentrer sur l'échelle entière du bâtiment. Et c'est vraiment, je pense, un métier, l'archi en tout cas. Pour le coup, à réapprendre. Parce qu'on conçoit plus du tout de la même manière, en fait, qu'on concevait à l'époque. On réfléchit plus de la même manière. Et c'est pour ça aussi que, au-delà d'avoir une vision globale du bâtiment, il faut aussi une globale du projet. Et du coup, que nous, en fait, on puisse réapproprier aussi, le chantier, et que ce travail de la matière avec le chantier nous permet, en fait, au moment où on dessine, d'avoir cette dualité, en fait, où vraiment on dessine, mais avec la matière déjà en tête. Même si on a une échelle d'une esquisse, on a déjà des automatismes en fait qui viennent. Mais ça, c'est un réapprentissage en fait qui durera une vie en fait, clairement. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on doit à nouveau réintégrer. Et c'est pour ça que dès le plus jeune âge, en fait, finalement, dès le début d'un cursus pro, étudiant ou n'importe, il faut pouvoir l'aborder. Et ça, c'est quelque chose de très important. Et il y a encore beaucoup de travail à faire.
Merci. D'autres questions? Si jamais on peut venir participer au chantier participatif sur ce site-là, Ouais. ça se passe comment? Alors pas avec le Gabion parce que c'est une formation à part entière, mais il faut contacter Ecobio Alsace, demander j'aimerais venir un samedi, qu'est-ce qui s'y passe, et on peut imaginer aussi des chantiers à la carte. C'est-à-dire que s'il y a suffisamment de monde qui se regroupe et vous avez la volonté de faire de la paille, vous avez la volonté de faire de la terre ou autre, on peut très bien imaginer un chantier comme ça à la carte. Voilà, il faut juste nous contacter et dire ouais, moi je suis là, j'aimerais faire des trucs, quand est-ce que je peux venir? Voilà. Pour l'instant, Ecobio, du coup, ils communiquent beaucoup par Facebook. Pour l'instant, c'est leur seul canal parce que voilà, ils n'ont pas forcément une boîte de com derrière. Mais ce qu'ils font, ils postent des affiches en fait régulièrement de chantiers participatifs où ils bloquent des dates. Donc là, je crois qu'il y en a notamment une bientôt d'ailleurs, je crois. Ouais. Donc voilà, faut pas hésiter aussi à vous regarder sur les réseaux. Et sinon, ils seront à la foire Ecobio de Colmar, fin mai, début juin. Et nous, on y sera aussi. On aura Antoine qui fait de l'écarissage à l'âge, qui est un charpentier spécialisé là-dedans. Moi, je ferai un peu de charpente tradie. Il y aura une petite maquette sur l'isolation paille. Il y aura tout un tas de professionnels qui seront là et vous pouvez communiquer avec nous un peu en off. Voilà, et puis faire un petit peu d'atelier, quoi. Voilà. Je pense qu'effectivement, pour rebondir sur cette invitation à participer à ces chantiers, je pense que pour les étudiants en architecture, c'est vraiment une petite révolution intérieure que vous opérez à ce moment-là, qui vous permet ensuite, quand vous dessinez, un trait devient une matière. Et ça, je crois que le vécu du chantier, c'est ça, même si vous en avez fait en début de cursus, n'est pas forcément en lien avec les matériaux. Et je pense que le rapport aussi du corps à la matière, c'est quelque chose d'assez irremplaçable. Je crois qu'on ressent aussi la qualité de la matière avec son propre corps. Et ce n'est pas une abstraction qu'on essaie de transmettre. Je pense que cette expérience est assez irremplaçable. C'est pour ça aussi qu'on essaye, dans le cadre de la formation à la culture, de confronter le plus possible. Mais on voit que c'est quand même très ponctuel, très occasionnel. Certainement que peut-être un rapprochement avec Ecobio de notre école pourrait renforcer les initiatives qui sont peut-être d'ordre individuel aujourd'hui, devenir beaucoup plus collectives pour un plus grand nombre de participants. Je pense que ce serait vraiment intéressant à développer. Et peut-être à plusieurs moments dans le cursus, quand ce soit là, juste dans un cycle master, dans un atelier spécifique, mais assez tôt dans la formation, que très vite nos étudiants s'ouvrent à ce que dit Gilles, à d'autres approches, d'autres matières. Et je pense qu'il y a aussi une petite révolution. Souvent, on entend les gens parler de matériaux traditionnels. Et quand ils parlent de matériaux traditionnels, ils pensent à la côté de... Je crois qu'aujourd'hui, la vraie révolution, c'est de vraiment se poser la question de qu'est-ce que c'est que la tradition, quels sont les savoir-faire, sans nier l'apport du XXe siècle et de la révolution industrielle. Mais en tout cas, bien comprendre qu'on peut réactiver ces matériaux qui sont en lien avec nos ressources locales. Je pense que ça, c'est vraiment important, c'est de revenir vers des cycles courts. Et là, il y a tout à réagir. Mais bon, on a déjà un certain parcours. S'il n'y a plus de questions, je vais vous remercier pour cette magnifique conférence. Merci à toi. Merci.